Bonjour à tous, merci de vous joindre pour ce webinaire avec Dr Julia Chabot qui va nous parler de comment annoncer le diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs, maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, tout en donnant de l'espoir aux patients. Donc, Dr Chabot est un médecin spécialisé en gériatrie, en médecine interne et travaille beaucoup auprès des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur. Moi, je suis Isabelle Vedel, je suis médecin de santé publique et je dirige avec des collègues en Ontario et au Nouveau-Brunswick un projet de recherche qui s'appelle Forward with Dementia en anglais ou Avancer avec un trouble neurocognitif majeur. J'en profite pour partager mon écran, comme ça vous voyez le visuel de nos travaux. On a un projet de recherche depuis quelques années, Avancer avec un trouble neurocognitif, qui est un projet qui a été conçu par des personnes qui ont un trouble neurocognitif majeur ou des aidants informels et des professionnels de la santé, des services sociaux, et pour ces trois mêmes catégories de personnes. Donc, on a fait vraiment un travail de fond d'élaboration ensemble, notamment d'un site Internet sur lequel il y a des articles sur les troubles neurocognitifs, il y a des ressources très pratiques avec des documents que vous pouvez télécharger, comme des questions à poser à votre médecin de famille ou des feuilles d'action que vous pouvez mettre en place. Aussi, beaucoup de témoignages et de personnes atteintes et de proches aidants, des histoires vraies et passionnantes. Et aussi une campagne de sensibilisation autour du site Internet, avec notamment des webinaires comme celui d'aujourd'hui, des présentations, puis un travail auprès des médias et des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous joindre à travers le site web, donner votre avis sur le site web, puisqu'on est tout le temps en train d'essayer de l'améliorer. Vous pouvez vous inscrire à notre bulletin, à notre newsletter, où vous aurez des actualités régulières sur nos travaux, ainsi que donner votre avis donc, sur le site web. Et si vous avez des questions qu'on n'aura pas pu répondre aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à info@forward-avancé.ca ou à me contacter ou Laura pour des questions supplémentaires ou même docteur Chabot aussi. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci encore d'avoir accepté de lancer cette discussion avec nous. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez poser vos questions dans la section qui s'appelle Q et A en bas de votre écran. Il y a un petit icône où il y a marqué Q et A, vous pouvez poser par écrit ou vous pouvez lever votre main, raise hand, à la fin de la présentation et puis on animera la discussion. Donc, merci. Désolée, Dr. Chabot. À vous. Problème. Donc, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation pour cette présentation-là. Je trouve honnêtement que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup. On parle souvent de l'annonce du diagnostic du trouble neurocognitif. On parle souvent de comment faire le diagnostic, comment faire le suivi et tout. Mais je pense qu'on oublie j'aimais l'idée de dire en donnant de l'espoir, on oublie en fait le futur des fois des patients qui sont atteints et encore des familles là, qui font également partie du diagnostic jusqu'à un certain point. Et je pense que malgré tout, il y a certaines choses qu'on peut faire dans la façon dont on va annoncer le diagnostic ou dans les choses qu'on va dire pour assurer le suivi aussi des patients. Donc, j'ai mis mon courriel. Donc, si certains ont des questions ou veulent lancer la discussion le plus loin que le webinaire, ne soyez pas gênés de me contacter. Quand j'ai lu le titre pour la présentation aujourd'hui, j'ai un cas qui m'est venu en tête tout de suite sur une expérience que j'ai vécue. Puis je me suis dit que ça serait bien que je vous partage un petit peu cette expérience-là, puis que ça donnerait peut-être le ton, en fait, à la présentation de la journée.
Ça fait pas très longtemps que je travaille comme gériatre, ça fait 4 ans. Et la toute première patiente que j'ai vue en clinique externe de gériatrie à l'hôpital, je pense que je vais m'en rappeler toute ma pratique. Une jeune femme que j'ai diagnostiquée avec une maladie d'Alzheimer, assez jeune, là, qui était dans la soixantaine, très fonctionnelle à ce niveau-là, à ce moment-là, très fonctionnelle. C'est un diagnostic un peu choc quand j'avais parlé avec la patiente. S'y attendait pas du tout, du tout. Quand au fil du temps, en fait, elle m'a raconté qu'elle était mariée, donc elle avait un lien très étroit avec son mari, mais que depuis quelques années, elle n'était plus en contact avec sa fille. Puis elle me parlait souvent que pour elle, c'était un regret, puis qu'elle ne savait pas comment s'y prendre et tout. Et quelques mois après le diagnostic, j'ai reçu en fait un message de sa fille qui me demandait si je pouvais la contacter parce qu'elle avait eu un peu vent du diagnostic de sa mère, avait des questions, voulait en parler davantage. Donc, j'ai appelé la patiente en lui expliquant la situation, en disant, bon, écoutez, je sais que ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas parlé avec votre fille. Elle m'a contactée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voulez-vous qu'on se rencontre tout ensemble? Voulez-vous que j'en discute avec elle et tout? Puis la patiente, en fait, m'a demandé qu'on organise une rencontre avec elle et sa fille. Donc, le prochain rendez-vous que j'ai eu avec la patiente, sa fille était présente et j'ai en fait expliqué à la fille c'était quoi le diagnostic de sa mère, que sa mère souffrait d'Alzheimer. Et bon, c'était très difficile là, de recevoir le diagnostic et tout. Et en fait, la fille s'est mise à pleurer dans mon bureau. Puis, j'ai demandé à sa fille, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? On se sent toujours un peu impuissant là, devant ces situations-là. Et la fille m'a dit une phrase que je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, vous venez de me redonner ma mère. Puis j'ai dit, ça m'a surprise un peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise cette phrase-là. Elle me dit, vous venez de me redonner ma mère parce que maintenant, je comprends qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, j'ai demandé à la fille, qu'est-ce que vous voulez dire par tout ça? Et la fille m'a expliqué que dans les 2-3 dernières années, qu'à chaque fois qu'elle avait des discussions avec sa mère, qu'elle trouvait que sa mère était beaucoup plus absente, qu'elle ne faisait pas de suivi. Elle me décrivait que sa mère était une personne qui avait toujours été très généreuse, qui allait toujours appeler sa fille, lui demander des nouvelles et tout. Puis plus le temps avançait, plus elle devenait distante. Puis là, elle dit, des fois, je lui racontais des choses, puis il fallait que je lui répète 2 semaines plus tard, puis je me disais, mais elle ne m'écoute pas, je n'ai pas d'importance pour ma mère. Et finalement, le jour où est-ce qu'on est arrivé, qu'on a fait le diagnostic, sa fille c'est pour ça qu'elle m'avait dit, en fait, vous venez de me redonner ma mère, parce qu'à ce moment-là, elle avait compris que ce n'était pas intentionnel de la part de sa mère, que c'était malheureusement sa maladie. Puis, elles sont redevenues très, très, très proches. Pour moi, ça a été une expérience qui a été très, très touchante, en fait, de voir cette réunion-là. Donc, en fait, je voulais vous apporter un petit peu ce ton-là, puis c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu le titre pour aujourd'hui. J'ai quelques petites diapositives parce que vraiment, mon but, c'est plutôt qu'on discute tout le monde ensemble, mais j'ai révisé dernièrement le World Alzheimer's Report en 2021, en fait, qui a été fait cette année à McGill. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Puis, en fait, une des choses on parle aujourd'hui de l'annonce du diagnostic, mais une des complexités qu'on a avec les troubles neurocognitifs, c'est que souvent, ils sont sous-diagnostiqués. Et juste pour vous donner une idée, ça, c'est des statistiques qui sont mondiales, là, mais on parle de 75% des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif ou une démence et qui n'ont pas de diagnostic. Et là, c'est certain que le plus faible taux de diagnostic, en fait, est souvent dans les pays moins développés, là. Et l'autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est le 3e petit point là, vers la droite, c'est qu'en fait, quand on demande aux diverses associations qui peuvent donner de l'information sur les troubles neurocognitifs, on sait très bien que ces associations-là ont de l'information qui est à jour et compagnie. Donc, 98% de ces associations-là nous disent qu'ils ont un site web à jour, qu'ils ont des ressources et tout. Par contre, quand on va le demander au niveau du patient qui a reçu un diagnostic, ils disent souvent qu'ils ont reçu très peu d'informations par rapport au diagnostic ou qu'ils n'ont pas assez reçu d'informations. L'autre chose qu'on sait, c'est que le fait qu'on sous-diagnostique cette condition-là, ça amène une forme de stigmatisation. Et
ce qui était intéressant aussi, c'est que presque 50% des personnes qui ont un diagnostic ont peur, en fait, de ce diagnostic-là. Et presque 50% également vont nous rapporter que les équipes médicales, qu'ils avaient des fois l'impression que les équipes médicales n'avaient pas nécessairement les connaissances suffisantes pour pouvoir poser ces diagnostics-là. Et là, finalement, la dernière statistique qui m'avait vraiment découragée, puis j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous convaincre qu'on doit être dans le 2/3, mais 1/3, en fait, des cliniciens pensaient qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui pouvaient être faites par rapport aux troubles neurocognitifs. Alors que j'espère vous convaincre du contraire, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire lorsqu'on fait un diagnostic. Donc, ici, j'ai mis certains points de discussion, en fait, mais lorsqu'on annonce ce diagnostic-là, c'est sûr que c'est un diagnostic qui est très difficile à annoncer. Puis je vous dirais, au-delà de l'annonce, il faut se rendre à faire le diagnostic. Donc, souvent, je vais voir des patients en clinique pour la première fois, puis je ne vais pas nécessairement avoir l'information suffisante pour pouvoir poser mon diagnostic. Et souvent, je vais devoir aller faire soit des investigations supplémentaires. Donc, c'est pas rare que je ne vais pas le savoir à la première visite. Souvent, en fait, la première visite, je vais dire, écoutez, j'ai une idée qu'on s'en va peut-être dans cette direction-là, mais on doit faire le test X, Y, Z. Puis lorsqu'on aura plus d'informations, on pourra s'asseoir ensemble et en discuter. Donc, le premier défi, je pense, comme clinicien, c'est vraiment de s'assurer qu'on est capable de faire le bon diagnostic. Une fois qu'on a ce diagnostic-là, qu'on a une idée, un peu comme le professeur Vedel disait, est-ce que c'est Alzheimer, est-ce que c'est un autre trouble neurocognitif qui est connexe un peu à l'Alzheimer ou autre, une fois qu'on a une idée, je pense que la première question qu'il faut se poser en tant que clinicien, c'est est-ce que c'est le moment que j'annonce ce diagnostic-là? Et là, ça va vraiment changer d'un patient à l'autre. J'ai des patients qui viennent en clinique, qui veulent avoir le diagnostic, qui se doutent, qui le savent en fait avant de s'en venir, qu'ils ont une très bonne idée que c'est ça qui s'en vient. Il y a des gens, par contre, que ce n'est pas nécessairement eux qui voulaient venir consulter en clinique. C'est parce que la famille avait remarqué des choses, par exemple, ou leur médecin de famille, ou des fois, ils m'ont été référés pour ça. Donc, ça peut varier, mais souvent, la première question que je pense qu'on doit se poser comme clinicien, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne est prête à avoir cette discussion-là? Puis, si moi, je suis serrée en clinique, ce n'est pas un diagnostic qu'on peut annoncer en 2 minutes parce qu'il y a toute l'après-discussion du diagnostic. Il faut toujours se réserver du temps pour ça, évidemment. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne est prête à recevoir ce diagnostic-là? Est-ce que moi, j'ai toute l'information pour pouvoir répondre le plus possible aux questions? Je pense que c'est la première chose à faire. L'avantage, une fois qu'on va avoir donné un diagnostic puis qu'on va avoir cette discussion-là, c'est que souvent, ça va permettre aux patients et à la famille de comprendre qu'est-ce qui se passe. Un petit peu comme le cas tantôt que je vous parlais de la fille de ma patiente qui m'a dit Docteur Chabot, vous venez de me redonner ma mère. Elle ne se doutait pas du tout que c'était ça qui se passait avec sa mère. Elle pensait vraiment que c'était intentionnel et tout. Et finalement, en expliquant c'était quoi la maladie, on a parlé de beaucoup de choses durant notre discussion. Mais je pense qu'une des choses qui est très, très importante, c'est de s'assurer que les gens comprennent le diagnostic. Puis je reviens un petit peu tantôt à ce que je disais, que je trouvais intéressant qu'il y ait en fait cette grande différence-là que souvent on va demander aux patients, puis qu'une grande proportion des patients qui trouvent qu'ils n'ont pas reçu assez d'informations lorsqu'ils ont reçu leur diagnostic, alors que comme clinicien, on a l'impression que l'information, elle est disponible, elle est là. Bien, il y a clairement une différente perspective à ce moment-là. Et je pense que c'est notre rôle comme clinicien de s'assurer qu'on va transmettre cette information-là le plus possible, qu'on va prendre le temps d'expliquer, qu'on va prendre le temps aussi de nommer c'est quoi les ressources qui sont disponibles, c'est quoi les formes de support et tout. Donc, quand on arrive à annoncer ce diagnostic-là, pour moi, je vais vraiment passer beaucoup de temps à expliquer c'est quoi la maladie, c'est quoi l'évolution normalement qu'on s'attend de la maladie. Donc, par exemple, si on parle d'une maladie d'Alzheimer, je vais souvent mettre l'emphase en disant que c'est une maladie qui, oui, va progresser dans le temps, mais c'est une maladie qui progresse lentement. Puis ça, souvent, je vais le dire aux patients, je vais dire, vous n'allez pas vous réveiller demain matin en étant complètement une personne différente. Quand on regarde les changements, c'est sur des mois, sur des années, c'est pas de jour en jour. Et ça, souvent, je vous dirais que c'est une question que je me fais poser par les patients.
qui me disent « Est-ce que je vais être correcte la semaine prochaine? » Puis là, on explique en fait c'est quoi l'évolution naturelle de la maladie, qu'est-ce qu'on voit le plus fréquemment. Et le fait, en fait, d'arriver avec ce diagnostic-là, aussi lourd que c'est, parce qu'il ne faut pas dédramatiser, il faut pas non plus, il faut quand même garder en considération que c'est un diagnostic qui est important à faire, mais ça peut aussi nous donner accès à différents services, à différents supports, différents organismes et autres choses comme ça. Et ça, c'est également une partie où est-ce que je vais discuter. Souvent, j'explique si les gens veulent avoir plus d'informations aussi sur le diagnostic, je vais leur référer vers des ressources. On parle souvent de Dr. Google en médecine, là, quand les gens vont aller fouiller, puis je leur dis, c'est pas le moment d'aller fouiller n'importe où. Il y a déjà des ressources où est-ce qu'on a de l'information qui est valide. Il y a déjà des endroits où est-ce qu'ils ont différents supports. Et ça va affecter autant le patient que la famille, les proches aidants ou autres. Parce que oui, des fois, nos patients veulent aller chercher cette information-là, mais des fois, la famille autour également veut être capable d'aller chercher cette information-là. Je vais aussi souvent parler du traitement des symptômes. Puis là, je veux revenir un peu tantôt quand je disais que malheureusement, avec le rapport du World Alzheimer's Report, un tiers des cliniciens avaient dit « Ah, on considère qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. » Bien, comme je vous dis, pour moi, c'est très important qu'on reconnaisse l'importance qu'il y a énormément à faire. Puis ça, c'est quelque chose que j'explique aussi aux patients. Je rassure aussi les patients, moi, je vais être là, je vais vous suivre, vous n'êtes pas seul. Et puis ça peut être moi, ça peut être une équipe là, au complet. Ce n'est pas juste le médecin nécessairement. Ça peut être l'équipe médicale avec l'infirmier, l'infirmière, ça peut être le médecin de famille. Mais souvent, c'est quelque chose que j'explique aux patients, c'est de leur dire on ne va pas vous laisser tomber, on va vous suivre. Souvent, c'est une chose qui les rassure. Et s'il y a des choses qui arrivent en cours de route, on va traiter les symptômes. On va essayer de traiter le plus possible. Je vais souvent, ici, j'ai mis le mot symptômes, là, je le garde assez général, mais des fois, on peut voir avec les troubles cognitifs que les gens peuvent développer des troubles de comportement, par exemple, des changements. Des fois, ça peut être de l'anxiété, de la dépression. Des fois, les gens même peuvent devenir plus irritables. Il y a des choses qui peuvent arriver. Des fois, ça n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais j'insiste souvent à parler en disant si c'est des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on peut essayer. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses qu'on peut faire. Puis c'est sûr qu'en même temps, on se fait souvent poser la question, particulièrement au niveau de l'Alzheimer, où est-ce qu'on se fait demander, mais est-ce qu'il y a un médicament qu'on peut prendre et tout? Puis là, bon, ça sera un autre sujet de discussion en tant que tel, mais on le sait que malheureusement, on n'a pas de médicament miracle. On n'a rien qui peut renverser complètement les choses là, présentement, mais on peut mettre les attentes de dire, bon, on peut donner un médicament qui peut diminuer la progression ou la rapidité de la progression de la maladie, qui, si on est chanceux, peut peut-être même stabiliser. Mais bref, j'explique qu'il y a des choses qu'on peut faire, on a différentes options. L'autre chose qui est importante aussi, c'est de commencer à penser au futur. Puis quand je dis planifier dans le futur, là, c'est qu'on veut s'assurer que les gens participent à leurs soins le plus possible. Puis souvent, je dis aux patients, peut-être pas au moment de l'annonce du diagnostic parce que ça peut faire trop d'informations en même temps, mais commencez à penser à ce que vous voudriez pour vous ou ce que vous ne voudriez pas. Puis ça, c'est des choses que les gens peuvent commencer à penser pour le futur. Puis là, j'ai dit participer aux soins, puis j'ai mis aussi décisions parce qu'il y a des décisions pour le futur. Puis les décisions pour le futur, ça peut être, bon, maintenant que j'ai ce diagnostic-là, si quelqu'un me dit je veux voyager, il y a telle chose que je veux faire, telle autre chose que je veux faire, bien, des fois, ça peut être un motif. Ça peut être un motif pour eux de dire, bien, des projets que je voulais faire dans 5 ans, 10 ans, bien, je vais les faire cette année finalement. Puis c'est des choses souvent qu'on va encourager nos patients à faire. Une chose aussi qui est importante à se rappeler, puis ça, c'est des vraies études qui nous ont montré ça, on sait que les patients qui ont un diagnostic de troubles neurocognitifs ou de démence ont une meilleure qualité de vie que ceux qui ont une démence ou un trouble neurocognitif et qui n'ont pas le diagnostic. Donc, autrement dit, et ça, c'est probablement le fait d'avoir le diagnostic, le fait d'être suivi, le fait d'avoir un réseau de support et tout. Les études nous ont montré que ça augmente leur qualité de vie. Donc, je pense qu'il y a des choses quand même qu'on peut faire en clinique, que la famille, les proches aidants, il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là.
On sait également que, même principe, les gens qui reçoivent un diagnostic versus ceux qui ont la maladie mais n'ont pas de diagnostic, on sait également qu'il y a une plus grande possibilité de préservation de l'autonomie. Probablement parce qu'on est capable de peut-être mieux planifier, mieux anticiper les choses. Puis un point aussi souvent, j'ai mis entre parenthèses là, une chose que des fois je me fais dire par les patients. Il y a des patients qui me disent « ça me rassure d'avoir eu le diagnostic », puis je leur demande « mais pourquoi est-ce que ça vous rassure? » Certains me disent « ben ça faisait des mois qu'on est dans l'attente, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, qu'on a peur. On a l'impression que des fois, c'est nous le problème, alors que là, on se rend compte que il y a une maladie, il y a quelque chose. Puis, j'ai plusieurs patients qui m'ont dit « mais c'est pas moi le problème. » Puis, c'est souvent quelque chose que j'essaie d'aller explorer avec les patients en disant « vous restez vous-même. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on a une maladie, on a une condition, mais ça reste quand même que c'est vous-même à la fin. » Et des fois, ça les aide à mieux comprendre « OK, mais quand il est arrivé telle situation, ben c'est parce que j'ai la maladie. » Puis, il ne faut pas oublier une chose. Si quelqu'un a un diagnostic de diabète, il n'y a pas personne qui va juger quelqu'un qui a du diabète. C'est commun dans notre société. Mais je pense qu'on a encore de la stigmatisation. Je pense qu'on va encore malheureusement avoir de la stigmatisation quand quelqu'un a un trouble neurocognitif. Il y a une certaine stigmatisation ou est-ce que c'est comme si c'est moins bien accepté. Et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à aborder avec nos patients à l'annonce du diagnostic. Comme je disais un peu tantôt, vous restez vous-même, vous restez vous. Cette maladie-là ne dénature pas complètement la personne. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Une des choses avant que j'ouvre un petit peu à la discussion, une des choses que souvent j'aime dire, c'est, j'ai dit ici, il faut aider nos personnes à naviguer à travers le système de santé. Le système de santé est complexe, on le sait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut bien faire lorsqu'on fait un suivi avec nos patients avec des troubles neurocognitifs. Un petit peu comme tantôt, je disais, une des choses que j'essaie de dire, c'est on va être là, on va vous prendre par la main, vous ne serez pas seul et vous ne serez pas seul à naviguer à travers tout ce système de santé-là. Puis l'autre chose que je dis des fois, c'est c'est vrai que ça ne sera peut-être pas toujours la marée complète, ça ne sera peut-être pas toujours des eaux calmes, il va peut-être avoir des vagues, il va peut-être avoir des tempêtes, mais sauf que quand on le sait, quand on a le diagnostic, quand on installe le support qui est nécessaire, quand on est suivi et tout, on est capable de prévenir certaines vagues, on est capable d'essayer de ne pas chavirer finalement du bateau. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on essaie d'amener pour essayer de donner un petit peu espoir à nos patients. Merci, Dr. Chabot. Donc, maintenant, on va ouvrir à la période de questions et peut-être que vous pouvez enlever votre présentation, comme ça, on vous verra mieux. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions, j'allais dire, dans la salle? On a les réflexes pré-pandémie. Hein? Encore. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous, le temps que les gens réfléchissent à leurs questions. Quelles sont les questions que vous recevez le plus souvent quand vous annoncez un diagnostic? Quels termes vous utilisez? Quels mots vous employez? Puis, quelles sont les premières questions que les gens vous posent? Mm-hmm. En fait, souvent, quand je fais un diagnostic, puis quand je l'explique le diagnostic, souvent, on va souvent dire aux gens qui ont des problèmes de mémoire. Hein. C'est souvent un mot qu'on va utiliser, puis c'est vrai que je l'utilise souvent. Ce qui est pas toujours si vrai que ça. On sait qu'il y a des troubles cognitifs qui affectent la mémoire, mais c'est pas tous les troubles cognitifs qui affectent la mémoire. Donc, des fois, j'aime beaucoup le mot trouble cognitif pour ça, en disant qu'il y a des petites choses il y a différentes sections du cerveau, en fait, qui peuvent être affectées. Mais c'est vrai que souvent, on va partir du concept en disant il y a des petits troubles de mémoire où la mémoire vous joue des tours. Donc, je vais commencer un petit peu en superficie comme ça. Et ensuite, je vais plonger un petit peu plus dans les explications. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble neurocognitif? Et souvent, je leur explique que c'est une maladie là, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Là.
Et souvent, ça peut aider aussi à dédramatiser, surtout lorsqu'on a un diagnostic qui est relativement précoce. Parce que je pense que ce que je trouve le plus difficile comme médecin, c'est que des fois, je dis aux gens qu'on a un diagnostic d'Alzheimer, puis là, ils me disent « Oh, OK, c'est beau, c'est pas de la démence. » Et là, je dois expliquer c'est quoi la différence, qu'est-ce qu'une démence, qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif majeur. Donc, souvent, je fais beaucoup d'explications de qu'est-ce qui est quoi au niveau des titres, au niveau des mots, en fait, pour expliquer que trouble neurocognitif majeur, c'était ce qu'on appelait démence, qu'il y a des fois des troubles neurocognitifs qui sont mineurs, qui sont vraiment puis souvent, je vais faire le parallèle avec la fonction des personnes. Ça, c'est une personne qui est complètement autonome. Puis je vous dirais, c'est pas rare que je fais un dessin littéralement pour expliquer l'évolution et des choses comme ça. Puis ce que je fais aussi, c'est que j'écris toujours, puis ça, les résidents avec qui je travaille, ils le savent, j'écris toujours sur un papier le diagnostic de la personne. J'écris toujours le contenu de la discussion et je le remets au patient. Donc, si je vais inscrire le diagnostic, je vais inscrire c'est quoi le plan. Si, admettons, je dis on a besoin de faire un scan cérébral ou autre, je vais toujours leur remettre un papier parce que c'est souvent des rencontres qui sont chargées d'émotions, c'est compréhensible. Puis c'est pas rare qu'on sort de ces rencontres-là puis qu'on ne se rappelle pas du contenu de ces discussions-là. Je me rappelle avoir accompagné mes grands-parents dans un système de santé, puis où est-ce que j'allais à leur rendez-vous avec eux, puis ils sortaient, puis ils me disaient, je me rappelle pas qu'est-ce qui vient de se passer. Donc, ça, c'est souvent quelque chose que je vais faire. Donc, pour moi, c'est d'essayer aussi de bien expliquer c'est quoi la terminologie. Merci. Alors, nous avons une question de Isabelle Lirette. Comment faire pour annoncer le diagnostic chez un patient qui n'est pas conscient de son trouble? C'est une très bonne question. Souvent, je vais essayer d'avoir quand même la famille ou les proches aidants, si le patient, évidemment, est d'accord avec ça, parce que ça, il faut toujours qu'on respecte les volontés de notre patient. Donc, j'essaie toujours de m'adresser au patient et non pas à la famille. Mais c'est pas rare que je vais m'adresser au patient, essayer de le faire vraiment dans des termes qui sont peut-être vraiment plus simples. Puis ensuite, je vais expliquer à la famille et les proches aidants si je peux. Si le patient, évidemment, me donne la permission le plus possible. Merci. Alors, une question de Mélanie Bitz. Trouvez-vous que pas assez de diagnostics sont posés en première ligne par les médecins de famille? Le plan Alzheimer était supposé d'aider à ce niveau. Écoutez, je vous dirais, je me sentirais un peu inconfortable à dire oui, je pense qu'il devrait avoir plus de diagnostics parce que quand je parle avec mes collègues qui sont médecins de famille, qui ont énormément de défis pour pouvoir poser ces diagnostics-là dans très, très, très peu de temps, je pense que ce qui est important, c'est qu'on s'assure que nos médecins de première ligne sachent comment faire ce diagnostic-là, sachent comment gérer à la base, en fait, ces troubles cognitifs-là. Il y a plusieurs ressources de plus en plus pour essayer de guider. Puis moi, je dis toujours aux résidents de médecine de famille puis au GMF où est-ce que je travaille que s'ils ont n'importe quelle question, que le téléphone est toujours ouvert, que je peux répondre aux questions. Mais je reconnais facilement que je peux facilement reconnaître à quel point c'est un gros défi lorsqu'on voit des patients aux 10 minutes de poser ce diagnostic-là. Pour moi, ça serait très difficile de juger parce que souvent, je book mes patients aux 60 minutes. Là. Donc, je suis très avantagée au niveau temps. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que dans le cadre du plan Alzheimer, c'est une équipe qui travaille ensemble avec l'infirmière, le travailleur social, parfois le pharmacien, etc., pour justement regarder l'ensemble des aspects, les aspects fonctionnels, les aspects plus cognitifs, etc. Puis ce que j'ai vu, moi, dans mon expérience, c'est qu'il y a des médecins qui font ça sur plusieurs… en Ontario, par exemple, ils ont un guide, ils font le diagnostic en 5 étapes, 5 rendez-vous différents avec le patient. Donc, il y a plusieurs modèles qui existent pour faciliter ce travail-là en première ligne qui demande du temps, comme vous le dites, c'est tout à fait.
Ça demande du temps. Puis aussi, des fois, une autre chose qu'on peut faire, que j'ai certains collègues médecins de famille que je sais qu'ils font, c'est qu'il y a des fois, il y a des échelles de mesures qui vont donner, mettons, dans la salle d'attente, on va demander aux proches aidants de remplir ça, puis c'est pour avoir une idée au niveau fonctionnel, comment ça va. Même des fois, au niveau des questionnaires de troubles cognitifs. Donc, il y a des façons d'essayer de sauver du temps. Souvent, il y a des infirmières qui peuvent faire les tests cognitifs au lieu du médecin. Des fois, on peut sauver un 10-15 minutes comme ça. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de travail d'équipe. Bon, je vois qu'on est à 3h30, donc il reste 2 questions, puis on ne va pas en prendre d'autres. Pour aider le patient à continuer de stimuler sa mémoire, à part lecture, mots croisés, prise d'oméga 3, activité physique, quels sont les autres conseils que vous pouvez donner? Qu'est-ce que le patient peut faire finalement? Souvent, moi, je vous dirais le conseil que je donne le plus possible. Je demande toujours à mes patients, c'est quoi leur hobby? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Parce que c'est vrai que moi, si quelqu'un me disait fais des mots croisés, j'aime pas faire des mots croisés, je sais que c'est peut-être bon pour le cerveau, mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Donc, souvent, je trouve la question très pertinente de demander c'est quoi leur hobby, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Et souvent, je leur dis, bien, essayez d'en faire le plus possible. Puis c'est sûr, je vous dirais, tout ce qui est activité passive, on a beaucoup de patients qui aiment écouter la télévision, des choses comme ça. C'est sûr que c'est plus à éviter. Ce que je leur dis souvent, c'est, moi, ce que je veux, c'est que votre cerveau, il travaille. Donc, que ça soit en lisant, que ça soit en faisant des mots croisés, que ça soit en allant prendre une marche dehors, en autant que ça soit quelque chose que vous aimiez et qui va faire travailler votre cerveau. Mais j'aime vraiment partir du hobby. Ça m'aide beaucoup quand je donne des conseils. Ah, excellent. Et dernière question, donc le choc du diagnostic dure environ combien de temps? Oh, ça varie beaucoup. Je vous dirais, des fois, on a des patients qui se présentent et qui le savent, même avant qu'on leur dise le diagnostic. Il y a des patients il y a des patients que je suis depuis 2 ans et qui ne me croient toujours pas dans le diagnostic parce que je pense qu'ils sont encore sous le choc puis c'est très, très difficile pour eux de digérer cette information-là. Ça varie beaucoup. Je pense que ce qui est le plus important comme médecin ou je dis médecin, là, mais c'est vraiment comme équipe médicale aussi. Je pense que c'est d'essayer de les prendre par la main puis d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'ils veulent le vivre. Chaque personne va vivre cette annonce-là de façon différente. Très intéressant. Donc, il y a une dernière question. Quand est-ce pertinent de parler de directive médicale anticipée? À quel moment est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est une très bonne question. Puis je vous dirais de plus en plus, c'est une discussion qu'on essaie d'avoir dans la clinique. On aime avoir la discussion plus tôt que tard. Hein. On ne peut pas arriver lorsque les choses vont moins bien. Ce que je vous dirais, c'est j'amène pas la discussion lorsque je fais le diagnostic parce que quand je fais le diagnostic et quand j'annonce le diagnostic, je trouve que la visite est déjà remplie émotivement au niveau du contenu. C'est des visites qui sont lourdes. Je le fais plus lorsqu'on est rendu plus en suivi et surtout, je vous dirais, quand les patients vont bien. Quand je fais une visite de suivi puis que ça va bien, souvent, c'est les visites qui sont plus courtes. Puis là, j'en profite pour pouvoir rajouter cet aspect-là. Parce que je ne pense pas que c'est le moment d'avoir cette discussion-là lorsqu'on a une visite de suivi. Admettons quelqu'un qui commence à développer des troubles de comportement, qui va moins bien. Ça ne sera peut-être pas le meilleur moment où est-ce qu'on va avoir une bonne alliance thérapeutique. Mais quand je vois que les gens sont stables, admettons, je fais un suivi, on fait un mini mental, puis ça va bien, c'est stable, les personnes sont contentes parce que ça s'est stabilisé. Là, je vais peut-être en profiter pour ouvrir au moins la discussion. Puis souvent, je vous dirais, c'est rare que quand je pose la question, que je vais avoir une réponse tout de suite. Mais souvent, je vais leur dire, bien, au moins, commencez à y penser. Puis même s'ils ne me répondent pas, même si je ne suis pas nécessairement capable de le documenter au dossier, ben moi, je vais documenter que j'ai initié la discussion. Ben, je me dis peut-être que éventuellement, on espère des années plus tard, s'ils se présentent et que ça va moins bien, au moins, au moins quelqu'un va déjà leur avoir posé cette question-là. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Chabot. Et donc, n'hésitez pas, les personnes qui ont assisté à cette webinaire, soit de contacter Dr. Chabot et aussi de regarder notre site Internet Avancer avec les troubles neurocognitifs ou Forward with Dementia. Il y a beaucoup de ressources pour vous soutenir dans toute cette aventure.
Merci beaucoup et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire et nous serons heureux de continuer cette conversation. Au revoir. Merci.